Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Être entrepreneur, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qui s'expérimente. Et il se trouve que moi j'avais beaucoup de frustration pour le logiciel concierge, les logiciels concierge que j'ai pu utiliser dans le passé. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de créer un nouveau logiciel de gestion de conciergerie qui soit un peu plus ancré dans ce que je pensais être important. Les gens qu'on connaît ont toujours tendance à vouloir nous conforter, à nous faire plaisir. Et en fait, on n'a pas besoin de gens qui nous font plaisir. À ce moment-là, on a juste besoin de feedback réel et éventuellement activable quand le feedback est éventuellement négatif. Donc, sans transparence dans la conciergerie, on crée des frictions, on crée de la frustration avec la direction de l'hôtel et donc on met en péril la conciergerie. Mes chers insiders, soyez les bienvenus sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Bonjour Adrien Maltez. Bonjour Maxime. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, je vais hyper bien. Je suis très excité et très heureux d'être l'invité de ton podcast aujourd'hui. Donc, je vais commencer par te remercier pour ton invitation. Génial. Est-ce que c'est ton premier podcast ? C'est pas le premier. En tout cas, ça va être le premier concernant l'hôtellerie et je suis d'autant plus content d'en parler puisque c'est quand même l'industrie d'où je viens et clairement mon industrie de cœur. Bah écoute, je te laisse tenir le crachoir dans cette direction-là et moi je voulais te poser la question de cette manière, tu la prends encore, tu l'orientes comme tu veux. Comment est-ce que toi tu te qualifies ? Ça, c'est une bonne question, ça. Comment je me qualifie ? Alors, déjà, il faut savoir, et ça pourra faire l'objet d'une anecdote, que j'ai du mal à rentrer dans les cases. Donc, comment je me qualifie ? C'est une question un peu fermée. J'aurais tendance à dire que je suis un entrepreneur lover, je ne sais pas trop comment dire ça, mais j'aime entreprendre et j'aime découvrir des choses. Je l'ai dit, je viens de l'industrie hôtelière, j'étais concierge. Aujourd'hui, je suis entrepreneur dans l'édition de logiciels, mais spécialisé dans la conciergerie, donc je garde un fil rouge avec l'hôtellerie. Mais je suis aussi artisan, j'adore faire les choses de mes mains, donc difficile de me catégoriser réellement. Je t'ai pas posé la question au hasard, hein. C'est vrai que moi c'est pas que j'aime bien les étiquettes, c'est que c'est toujours plus facile de mettre quelqu'un derrière des étiquettes. Pour toi, j'en avais pas d'idéal, donc dans ce cas-là, je renvoie la balle et puis je te laisse te débrouiller avec tout ça. Sympa. Très sympa. Ce que j'aimerais, c'est que tu déroules un petit peu la pelote de ton parcours, qu'on comprenne où est-ce que tu en es aujourd'hui, professionnellement, qu'est-ce que tu as fait et ce que tu as créé aussi au milieu de ce parcours-là. Bien sûr, avec plaisir. Écoute, il faut suivre, hein, tu vas voir. J'ai, il y a fort longtemps, passé un bac en comptabilité et gestion, Ok. qui m'a pas franchement plu. Bien que je sois hyper reconnaissant d'avoir fait ça par rapport à ce que je fais aujourd'hui, on en reparlera. Mais j'ai donc, après ce bac, fait une licence en management de l'hôtellerie à l'Institut Vatel à Nîmes. 3 années que j'ai adorées, dans lesquelles je passais quasiment toutes mes pratiques en cuisine, puisque c'est l'une de mes passions. Donc voilà, beaucoup de cuisine, bien que l'envers du décor, c'est-à-dire le milieu professionnel, m'a très vite fait changer d'idée concernant une éventuelle carrière. Donc j'ai décidé de faire de la conciergerie. J'ai fait un premier emploi en tant que concierge sur un ponton d'accueil pour propriétaires de yachts en Corse.
On a créé de toutes parts une conciergerie pour ses propriétaires. C'était absolument génial. J'ai adoré cette expérience, bien que ça ait été une expérience saisonnière. Et j'ai décidé donc de poursuivre là-dedans en allant, bien évidemment, à Paris. Euh, Paris, parcours assez rigolo puisque je postule dans un petit établissement du premier arrondissement en tant que bagagiste. Je cherchais un bagagiste à l'époque. Et je sors de ce recrutement-là en étant responsable de la restauration et du room service. Voilà, Bienvenue dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. c'est ça, l'entretien improbable. La directrice de l'époque me dit hyper gênée, oui, ok, super, génial, la conciergerie, on commence comme bagagiste, mais déjà, nous, on n'a pas de conciergerie. Donc la créer un jour, pourquoi pas, mais quand même, j'ai l'impression que votre profil pourrait nous être utile sur d'autres points. Donc j'ai fait pendant un an dans cet établissement tout ce qui était lié au F&B. C'était un vrai challenge, département déficitaire, avec de la restauration, mais sans restauration et sans chef et sans quoi que ce soit. Donc un vrai enjeu. Il y avait un audit fournisseur important à faire, puisque on avait des charges qui étaient très importantes, comme je disais, peu de revenus. Donc ça a été un vrai challenge. Et puis pour couronner le tout, pardon, j'étais l'employé le plus jeune de tout l'hôtel. C'est-à-dire que même mon apprenti au restaurant était plus âgé que moi. Ça a été une belle expérience. J'ai pu redresser le département en créant un brunch que j'ai vendu à l'époque sur Groupon. Je ne sais pas si tu te souviens de cette frénésie Groupon de C'est l'époque. vrai. Ça existe encore? Je pense que ça existe encore, ouais, à voir comment ça a évolué. J'avoue ne pas avoir suivi. Et donc, j'ai dit à ma direction tout simplement que c'était OK pour faire quelque chose de ce service, mais qu'il était hors de question de faire du réchauffé de sous-vide, et que quitte à faire quelque chose, on ferait qu'un seul événement et on le ferait bien, et ce serait le brunch. Et donc, voilà, pendant un an, j'ai bataillé pour rendre ce département bénéficiaire. On a réussi. J'avais un super barman aussi et je faisais des soirées cocktails où je pense que la moitié des gens étaient mes amis vatéliens. N'empêche que ça a suffi, on a fait le boulot, ça a fonctionné. Et puis j'ai quand même, au bout d'un an, eu envie de retourner à mon amour pour, ou en tout cas ma passion pour la conciergerie, puisque du coup j'avais un peu changé de voie. J'en ai parlé à ma direction qui m'a encouragé à continuer, donc à poursuivre. Donc on s'est séparés en bons termes et je suis parti à Toulouse faire la FPE, donc formation professionnelle d'enseignement au métier de concierge de Toulouse. C'est la fameuse mention dont on parle parfois avec mes concierges, les concierges que j'ai reçus ici, qui est la seule formation gratuite de conciergerie, c'est ça? Oui, absolument. C'est une formation du coup par le lycée d'Occitanie de Toulouse, donc publique. Elle est gratuite et elle est également partenaire de l'association des Clés d'Or. Ok. Donc voilà, donc j'ai fait cette formation, ce qui a été assez difficile pour moi. Je te disais, difficile pour moi de rentrer dans une case. Et ça a été le cas encore, hein, retour à l'école. Moi, j'avais déjà un peu d'expérience dans le milieu professionnel et ça n'a pas été simple pour moi de retourner sur les bancs de l'école, où j'avais un peu l'impression d'être considéré comme un petit étudiant, tout juste bachelor, tout juste, pardon, bachelier, ce qui n'était pas tout à fait mon cas. Et donc, bon, bah écoute, bon gré mal gré, j'ai fini par faire mon année et intégrer la conciergerie, ce qui était mon rêve un petit peu le plus fou. Et voilà, et je suis hyper content d'avoir passé cette année-là parce que ça m'a clairement permis d'accélérer, de gagner du temps sur l'arrivée à un poste de concierge, puisque c'est quand même une carrière où ça peut prendre beaucoup de temps, en passant par voiturier, bagagiste, chasseur, et enfin peut-être arriver assistant concierge. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait c'est vrai que c'est des choses, on a parlé avec Olivier Cambournac notamment, qui est l'ancien chef concierge du Crillon, puisque depuis l'épisode il a quitté son poste, et plus récemment Marie-France Grégoire, qui est la meilleure concierge de France. En effet, c'est des métiers, sont ce qu'on appelle quand même des carrières longues, hein. Il faut du temps avant d'arriver à un poste ne serait-ce que de concierge, et chef concierge, n'en parlons pas. Absolument. Voilà, donc FPE, début de carrière en tant que concierge, j'ai eu un poste de nuit à l'hôtel du Cap Eden Rock. Hyper intéressant, un hôtel incroyable, je pense même pouvoir dire mythique. Oui. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Après, c'était aussi difficile, puisqu'un emploi de nuit, c'est pas forcément évident.
Ça m'a pas forcément envie de donner, ça m'a pas, pardon, donné envie de continuer dans le monde de la nuit, mais en tout cas, c'était une belle première expérience. Et puis après ça, j'ai pu aller à Paris et cette fois-ci intégrer mon hôtel de cœur. Donc, petite dédicace au passage pour le Shangri-La. Ah, Voilà, où j'ai fait mes premières armes et c'est réellement mon établissement préféré aujourd'hui encore d'accord. à Paris. Tu es arrivé en quelle année au Shangri-La? Il était déjà ouvert? Enfin, c'était Euh, l'ouverture ou c'était après? je suis arrivé juste après, de mémoire, c'était la deuxième année du Shangri-La. D'accord, donc Donc, j'ai pas fait 2011 il est ouvert l'ouverture. ou 2010, je sais plus. Très Ouais, honnêtement, je suis pas très bon avec les dates, donc je vais pas me prononcer. d'accord. Donc là, tu es concierge dès ton arrivée au Shangri-La. Je suis assistant concierge, donc Ouais. petite porte, mais Mhm. concierge quand même, sous la tutelle de ce cher Tony Le Goff, Oui, un pape, il sera ravi de l'entendre, de la conciergerie, je crois. en effet. Quelqu'un pourtant de difficile, assez exigeant, pour pas dire intransigeant. Donc une fois de plus, il a fallu faire rentrer le rond que j'étais dans le carré. Ça a été ouais, difficile. Je pense que Tony a été assez dur avec moi. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de gratitude. Voilà, il m'a appris beaucoup. Également, son second, Bastien Lalanne, avec qui je suis toujours en contact aussi. Et voilà, tous les deux, et le reste de l'équipe évidemment, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Hmm, génial. Et alors là, donc, tu es concierge enfin, assistant concierge pendant combien de temps? Je reste un an. Je reste un an au Shangri-La et puis ma fougue me prend et je décide de partir rejoindre des amis en voyage, des amis qui étaient saisonniers à Saint-Barth et qui me proposent de les rejoindre pour passer 3 mois en Indonésie pour aller surfer. Il faut Waouh. savoir que je n'avais à l'époque jamais surfé. Et je leur dis, bah, évidemment, j'arrive. Donc je pars en Indonésie. Et très très rapidement, le projet de l'Australie se profile. Mes amis me disent qu'ils partent pour l'Australie et me proposent de venir. Donc évidemment, j'accepte et je pars pour une année en Australie. Une année hyper riche. J'ai travaillé dans la restauration toute l'année, hein, donc différents jobs, barman, sommelier, serveur évidemment, tout ça entre Perth, Melbourne, Sydney. Donc Hmm. voilà, j'ai vu du pays et je me suis vraiment éclaté. Je Et pense que tout le monde connaît, mais peut-être juste pour repréciser, c'est le fameux Working Holiday, c'est ça, où tu as un visa, où absolument. tu peux et travailler et partir en vacances, c'est ça? C'est ça qu'on appelle aussi le PVT. Ouais. Et effectivement, ça se demande en ligne, donc c'est très très simple. C'est une application qui dure peut-être 30 minutes. Et je crois, en tout cas à l'époque, la validation était quasi automatique, hein. On a reçu le visa, je crois, dans l'heure où on a fait la demande. Donc on peut séjourner et travailler assez facilement pendant au moins un an et c'est renouvelable une fois selon certains critères. Donc voilà, très belle année, très riche. Je poursuis cette année-là par encore un peu de voyage. J'en avais pas vu assez du monde, donc je continue mon périple. Tasmanie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie. Je suis passé par la Thaïlande, les Émirats Arabes Unis, voilà, des Ah oui, destinations c'est un beau improbables. tour. Un beau tour. Je rentre en surprise pour nos 25 ans avec ma sœur jumelle à Londres, lui taper à la porte, caché derrière ma planche de surf. Et puis je décide de partir aux États-Unis pour ouvrir un restaurant. Tu vois, quand je te dis que c'est compliqué de me mettre dans une case. Ouais, en effet. Et puis je pars donc en Californie, je travaille sur un business plan, un joli projet, je benchmark un peu la Californie, voir où serait l'endroit le plus propice pour ouvrir un restaurant en fonction bah, tout simplement de l'implantation des restaurants français existantes, le niveau de vie, tout ça. Et je décide de m'installer à Orange County et d'y poser un projet de restauration à 1 million d'euros. Euh, Tu es seul? je suis seul, je cherche des investisseurs à ce moment-là. J'ai 25 ans du coup. Et là, je me C'est dis, improbable. ok, est-ce que vraiment je fais ça? Puis je décide de faire un petit ajustement de programme parce que ben, c'est quand même un très très gros projet et assez engageant. Je décide de rejoindre un ami à Miami qui gère déjà un bistrot français. Je décide de me faire la main avec lui.
assez rapidement, il me propose d'ouvrir un autre établissement. Et puis je travaille un mois avec lui, je me rends compte que j'ai pas du tout envie de ça et je rentre en France. Donc voilà pour la petite parenthèse US. D'accord. Et puis en France, je vais la faire plus courte, sinon on est là toute la nuit, mais j'enchaîne d'autres expériences. Je reprends une saison d'été avec des amis en Corse qui montent un restaurant secret absolument incroyable au milieu du maquis. Pas de site internet, pas de plan, pas de panneau sur la route, rien du tout. C'est soit tu connais, tu viens, soit tu connais pas et malheureusement tu passes ton tour. Hmm. Mais un endroit vraiment dingue où on a fait. Il y avait une très belle qualité de restauration, quelque chose un peu fusion entre le bistrot français et, euh, et asiatique. C'était vraiment très très chouette. Et puis des soirées. On avait deux bars, dont un avec une vue sur la mer incroyable, donc bar à cocktail que je gérais. Euh, et surtout, ça partait en grosse soirée jusqu'à pas d'heure dès que l'ambiance était là. Donc, Ouais, on imagine facilement. une saison absolument folle. Une petite parenthèse de vie, encore une fois, hein. C'était un bon atterrissage après 18 mois de voyage. Ouais. Puis le téléphone sonne. Un ancien collègue de l'Hôtel du Cap Edenrock qui me propose de venir le seconder au K2 à Courchevel, donc en tant qu'adjoint chef concierge. Super opportunité, je suis hyper heureux, je connais pas encore Courchevel, mais je sais que je fonctionne bien en binôme avec cette personne, Damien, que je salue. Et donc je décide de partir à Courchevel le rejoindre. Euh, Encore une fois, On fait des sacrés rebondissements et puis on voyage en même temps, là, c'est très bien. on voyage, ça c'est clair. Et puis encore une fois, le rond a dû rentrer dans le carré. Donc difficile pour moi, des sentiments d'injustice, des choses comme ça, un malentendu avec le propriétaire de l'hôtel qui finalement me vaudra de ne pas être gardé à l'issue de la première saison. Voilà, ça a été sans appel, hein. On a tout tenté, opération séduction avec le directeur de l'hébergement, avec mon chef concierge. Mais voilà, rien n'y a fait. Donc, fin d'aventure pour moi à Courchevel. Euh, puis je rentre. Ma maman tombe malade. Euh, Tombe malade gravement. On lui donne peu de chance de s'en sortir. Donc, je reste à Aix-en-Provence un temps. Oui, je ne l'ai pas dit, mais je suis natif d'Aix-en-Provence. Donc je reste à Aix-en-Provence un temps pour simplement passer du temps avec ma mère. Donc Hmm. pas d'emploi possible pour moi à Aix, pas d'hôtel à l'époque qui propose réellement un emploi de concierge comme moi je l'entends, ou tout du moins pas de poste disponible. Je me voyais mal faire de la restauration à Aix ou quoi que ce soit d'autre en rapport avec ma carrière finalement. Donc je me dis que je prends un petit boulot et je fais des toitures. Je fais des toitures une saison d'été. Voilà, c'était un boulot entre guillemets sans charge mentale et ce qui m'allait bien à cette période. Et puis finalement, contre toute attente, ma mère s'en sort, elle guérit, enfin en tout cas elle n'était pas encore guérie à ce moment-là, mais le cancer stoppe ou arrête de progresser et je peux entrevoir de repartir. Donc je cherche un emploi de concierge. Et c'était une époque bien lointaine, avant le Covid et avant que l'hôtellerie soit quelque part désertée de ses collaborateurs. Donc il y avait deux annonces dans toute la France comme concierge. La première, un établissement que tu connais bien, La Réserve, Oui, à Paris. Donc tu parlais de Marie-France, ouais. Marie-France tout à l'heure. Effectivement, elle y était déjà. Elle n'était pas encore chef concierge, mais elle y D'accord. était. Et donc, je suis tout le processus de recrutement là-bas. Et ça se passe hyper bien. Et à mon grand regret, au moment où j'attends la décision finale du directeur général, euh, rien ne vient. Et puis j'apprends très peu après que le chef concierge n'est plus là et que son éventuel recrutement ne sera pas. Et donc finalement, je n'intégrerai pas la réserve. Et je vais donc tenter ma chance avec la deuxième annonce disponible qui était le Meurice à Paris. Oui.
Donc voilà, pareil, les entretiens se passent bien. Je suis recruté en tant qu'assistant concierge. Donc j'ai fait encore un grand écart entre chef concierge adjoint à Courchevel et assistant concierge à Paris. Mais je décide que c'est pas grave, je suis jeune, j'en ai encore sous la pédale et je vais pouvoir le faire et prouver que je mérite d'être au moins concierge. Donc je vais me défoncer pour mes clients pendant ma période d'essai, être meilleur employé du mois chaque mois et demander une revalorisation de mon poste à l'issue de ma période d'essai. Cette revalorisation de poste n'aura malheureusement pas lieu et donc je décide de quitter le Meurice euh, pour une autre aventure encore, quelque chose de très différent, puisque j'avais été contacté par un vignoble. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Il faut savoir que je suis légèrement hyperactif. Ça se voit, Euh, enfin ça s'entend. donc, Et souple en plus, tu parles de grand écart, mais sacrée souplesse pour passer d'un métier à l'autre comme ça, c'est assez fou. ouais, c'est vrai, on peut dire une qualité que j'ai. Du coup, j'avais été approché par un vignoble vraiment sympathique, en tout cas qui pousse à la curiosité, qui appartient à Monsieur Paul Dubrul. Oui. Monsieur Paul Dubrul, on le rappellera, un des cofondateurs donc, du groupe Accor, avec feu Gérard Pélisson, Mhm. et une aventure qui s'annonce exceptionnelle, un chef d'architecte de Jean-Michel Villemotte, dans lequel il y a eu de très très gros investissements, un château privé à Lourmarin, donc ça s'annonçait être un très beau challenge, et on me propose d'être là-bas responsable de l'expérience client et l'accueil des VIP. Donc ça me semble être un challenge sexy, si tu me permets l'expression, Mhm. et donc je quitte Paris et je m'installe à nouveau du côté d'Aix-en-Provence pour cet emploi dans le Luberon. Au moment où je commence, le chai est encore en travaux, il y a encore des gravats au milieu du chai, donc on me propose en attendant de faire un peu de commerce, chose que j'ai jamais fait de ma vie. Et donc j'apprends et je commence à vendre du vin pour ce domaine. Très rapidement, je comprends que l'expérience, enfin l'accueil, pardon, des clients VIP et l'expérience client ne se fera pas non plus et que j'allais rester commercial pour ce domaine. Ce n'est pas forcément ce que je voulais. Donc on négocie mon départ et c'est le moment où je me dis ok, je crois que là, tu as assez repoussé le truc. Je pense que c'est le moment maintenant. Euh, il faut entreprendre quoi. Ouais. Ce Je- moment où à travers tout ce que tu dis, on sent de toute façon la fibre entrepreneuriale. La question qu'on peut se poser, c'est juste à quel moment est-ce qu'elle allait éclore? Non, c'est vrai. Écoute, je pense que c'est quand même quelque chose de famille. Mon père a monté des boîtes toute sa vie. Donc je pense que même si j'ai pas forcément pris exemple sur mon père, en tout cas pas dans les débuts, puisque je suis parti dans une carrière hôtelière, je pense que quelque part ça doit couler dans mon sang. Euh, et donc je me penche sur cette question de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je veux faire? J'avais eu une première idée au préalable. Allez, je la donne si ça inspire quelqu'un d'autre. À l'époque, le marché n'était pas mature. Je pense Mhm. qu'aujourd'hui, on se rapproche de quelque chose. J'ai voulu externaliser la conciergerie des hôtels, puisque le constat était qu'il y a de plus en plus d'hôtels haut de gamme sans conciergerie. L'idée était de pouvoir proposer ce service-là en externe, donc faire économiser aux hôteliers finalement la charge sociale, hein, la charge salariale, euh, et en échange me rémunérer contre un abonnement ou quelque chose comme ça. Le marché était encore pas prêt. Je connais d'autres gens qui se sont lancés sur ce créneau-là assez récemment. Je ne sais pas encore où ça en est. Je crois que le marché est toujours timide, mais à mon sens, après le Covid, on se rapproche quand même déjà un peu plus de quelque chose à ce sujet-là. On aura peut-être Je suis l'occasion d'en sûr que rediscuter. dans l'audience, j'en aurai qui seront intéressés. Manifestez-vous, c'est le moment, et on monte un business. Voilà, on en reparle plus tard. Euh, et donc, après cette tentative-là, infructueuse, on discute avec donc, mon ancien chef concierge du K2, Damien, de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on ressent comme problème pour notre métier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Et là, en fait, Maxime, figure-toi qu'on commence par se dire, bah tiens, on va peut-être faire de la formation.
On Ok. a l'impression qu'il y a un créneau, que les personnels ne sont pas forcément formés à la conciergerie. Je parle bien des hôtels sans concierge. Pour autant, l'expérience client est importante. Le niveau de satisfaction qu'on peut proposer dans un hôtel peut être similaire avec ou sans concierge. Donc, on envisage de se lancer dans la formation. Et puis, de fil en aiguille, voilà, on change d'idée, on change de sujet, on commence à réfléchir aux frustrations qu'on a vraiment eues dans notre carrière. Et il se trouve que moi, j'avais beaucoup de frustration pour le logiciel concierge, enfin les logiciels concierge que j'ai pu utiliser dans le passé. Oui. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de créer un nouveau logiciel de gestion de conciergerie qui soit un peu plus ancré dans ce que je pensais être important. Donc voilà, ça va tourner autour de quatre piliers, on va dire, qui vont être alors évidemment la gestion du métier, hein, du back-office, donc ça c'est ce qui existait déjà. Premier pilier. Le deuxième, c'était apporter de la transparence sur le métier de concierge, qui peut être encore par endroits un peu obscur. Complètement. Donc ça, c'était une valeur importante pour nous. La troisième, c'était le fait de pouvoir collaborer, donc travailler en équipe et faciliter les interactions. On le sait, je pense que Maxime, tu dois entendre ça souvent quand tu es en formation, mais il y a beaucoup, beaucoup de pertes d'informations d'un service à l'autre, il y a énormément de difficultés à communiquer. Bien Donc sûr. apporter de la collaborativité, c'était très important pour nous. Et le dernier pilier, c'était la digitalisation de l'offre de la conciergerie et de fait l'accessibilité pour le client. Donc voilà, et donc autour de ces quatre piliers-là, on a décidé de créer Jana Concierge. Waouh. Donc là, qu'on comprenne bien, tu dis vous êtes deux concierges qui n'y connaissaient à peu près rien à la tech à ce moment-là. On peut dire ça. Et qui décidaient, parce que vous avez identifié un problème, hein, le fameux pain point, le point de douleur, de répondre à ça par une technologie finalement. Et je ne sais pas si à ce moment-là, vous aviez déjà une réponse en tête technologique ou si c'est quelque chose que vous avez développé, tu vas expliquer ça. Et donc, tu décides de créer comme ça ce qui va être une boîte qui s'appellera Jana Concierge. C'est ça. Ok, Et là, tu me détailles comment est-ce qu'on fait ça. tu fais bien d'insister sur le fait qu'on connaît rien à la tech. Je vais même te faire rire en disant qu'à l'époque, ma stricte connaissance de l'outil informatique, c'est me servir de Google. Voilà, c'est à peu près un des trucs dont j'avais besoin dans ma carrière de concierge. Et j'étais assez redoutable sur les recherches, ça on Incroyable. peut dire ça, mais c'est vraiment mon seul niveau, non seulement de connaissance, mais aussi d'appétence. C'est-à-dire que j'ai aucun intérêt à ce moment-là pour la tech, pour l'informatique ou le Ouais. développement, quoi. En tout cas, à travers les expériences que tu nous as racontées, il n'y avait rien qui était lié à de l'informatique. On était plutôt sur quelque chose de très terrain, très opérationnel, que d'être derrière un écran. Absolument, vraiment, vraiment très terrain. Hmm. Et du coup, comment on en arrive à ça? C'est une bonne question. La première, c'est par la douleur. Et la douleur, c'est décider de faire une formation de web développeur en 9 semaines. Donc, un programme intensif qui permet, j'ai envie de dire, d'apporter les bases du développement, premièrement, et ensuite une très bonne méthodologie d'apprentissage. C'est-à-dire qu'un développeur, il va apprendre en continu tout au long de sa carrière. Et et ça c'est une manière très spéciale de travailler. Alors moi, ça me parle pas, mais ça parle beaucoup à l'esprit des développeurs. C'est de travailler à l'erreur. C'est-à-dire que le développement, c'est résoudre une erreur. Et quand tu as terminé de résoudre ton erreur, tu vas avoir une nouvelle erreur et tu vas résoudre ton erreur. Et c'est une des méthodes de travail dans le développement Ouais, c'est intéressant. qui parle pas forcément à mon esprit à moi, mais qui fait partie des logiques, on va dire, du développement. Donc, formation intensive, 9 semaines. Euh, ma volonté n'était pas forcément de devenir le développeur du projet Jana, mais plutôt de comprendre comment ça fonctionne, de pouvoir éventuellement discuter avec une équipe, être crédible et être légitime, voilà, et pouvoir parler le même langage. Ça, c'était quelque chose de très important pour moi et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette formation. Deuxièmement, j'ai voulu la faire parce que j'avais la sensation que ça m'ouvrirait les portes d'un nouvel univers
et que ça me donnerait donc l'accès à des gens que je ne connaissais pas et qui sont les développeurs, évidemment, pour pouvoir développer Jana. Donc, ça s'est hyper bien passé. Écoute, j'ai pas de honte à dire que j'étais avant-dernier de la classe. Donc clairement le dev c'était pas fait pour moi. Ouais. Bienvenue, bienvenue au club. Mais j'ai quand même tenu bon, j'ai fini ma formation, j'ai eu mon diplôme et du coup j'ai rempli mes objectifs puisque j'ai rencontré là des gens qui allaient devenir mes associés. Donc 2 personnes dont un qui est toujours aujourd'hui associé de Jana, qui est lead développeur chez nous. D'accord, donc lui, il en a fait vraiment son métier. Ouais. Il est rentré par cette même porte. C'est quoi le nom de la formation? C'est le wagon qui fait ça? Exactement, c'est le wagon et donc nous on était sur le campus de Marseille. D'accord, ouais. Et donc lui a continué, toi tu as fait ça pour prendre de l'expérience et j'imagine un peu comprendre ses problématiques métiers. Et lui en revanche, on a fait vraiment son métier à plein temps. C'est ça, exactement. Donc voilà comment est-ce qu'on se lance dans le développement web sans aucune connaissance, mais simplement une forte motivation. Ouais. Tu peux essayer de me donner un peu une chronologie, qu'on se rende compte de la temporalité qu'il faut pour développer une boîte. Donc là, je comprends, tu quittes ton métier, tu es en quelle année quand tu quittes ton boulot de concierge? Je quitte mon métier de concierge en 2016. Je suis désolé, t'es pas bon avec les dates et je te Ouais, challenge. je suis très mauvais avec les dates, mais c'est pas grave, je vais faire un effort. Je quitte l'hôtellerie en 2016. Ouais. Je travaille donc dans ce fameux vignoble jusqu'en 2017, début 2018. Et je vais aller faire cette formation au wagon l'été 2018. Je termine en septembre. Et donc, assez rapidement après ça, je me lance. Vraiment, on décide d'y aller. On a été sélectionné à l'issue de la formation de dev pour présenter notre projet. Voilà, pour ce qu'ils appellent le Demo Day. Donc, ça veut dire que j'ai bénéficié de l'aide d'autres élèves pour développer le projet, en tout cas les premières lignes du code. Et donc, on a présenté Jana, qui s'appelait à l'époque Alma. On a présenté ça et on a travaillé pendant 15 jours avec 4 personnes à ce fameux événement, le Demo Day. Donc c'est les toutes premières lignes de code qui ont été écrites. Je rassure nos utilisateurs éventuels qui écouteraient ce podcast, ces lignes de code n'existent plus depuis bien longtemps. Elles ont été remplacées depuis par des choses bien plus qualitatives, avec un peu plus d'expérience. On peut imaginer, oui. Voilà, donc je reste sur la temporalité. Septembre 2018, on termine ça. On travaille d'arrache-pied avec mes 2 futurs associés. La société n'est pas créée à cette époque. On travaille d'arrache-pied sur cette application. On rencontre rapidement quelqu'un d'autre qui vient plutôt de l'univers du design et du développement web, mais côté ce qu'on appelle le front, donc la partie interface visuelle, tout ce que les utilisateurs voient. Il rejoint l'aventure assez rapidement, et donc on développe comme ça, et puis on prépare ce qu'on appelle le MVP, donc c'est Minimum Viable Product, qui serait donc finalement ce qu'on allait pouvoir présenter à des tout premiers prospects, des tout premiers prospects qui éventuellement à qui on pourrait éventuellement demander ce qu'ils pensent de cet outil. Donc ça a été hyper riche cette période-là. J'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai présenté l'application à beaucoup de gens, j'ai commis énormément d'erreurs en tant qu'entrepreneur. C'est génial. Ça m'a permis donc de voir que c'est jamais auprès des gens qu'on connaît qu'il faut aller demander l'avis sur ce que l'on fait. Il faut toujours aller challenger ses idées et ses projets avec des inconnus. Ça apporte beaucoup plus de valeur. Et son marché potentiel. Son marché potentiel. Alors, pour le coup, ça, c'était le marché potentiel que j'étais allé sonder. Mais mes collègues, mes amis, des gens qui aujourd'hui ne sont pas clients de Jana, personne n'a franchi le cap, peut-être parce qu'ils m'ont connu dans un autre cadre, dans un autre univers, et qu'aujourd'hui, ils ont du mal à avoir confiance. Je ne sais pas. Mais en tout cas, certainement pas les bonnes personnes pour vraiment challenger une idée, un produit avec une vision neutre. Les gens qu'on connaît ont toujours tendance à vouloir nous conforter, nous faire plaisir.
Et en fait, on n'a pas besoin de gens qui nous font plaisir. À ce moment-là, on a juste besoin de feedback réel et éventuellement activable quand Je suis d'accord. le feedback est éventuellement négatif. Hein. C'est un bon conseil pour tout entrepreneur d'ailleurs, c'est que c'est un classique oui, pourquoi pas, bien s'entourer, mais son entourage proche, c'est pas à eux qu'il faut demander des conseils business, il faut pour ça s'entourer de professionnels business, parce qu'on sinon, comme tu dis, les gens, soit parce que c'est nous, veulent nous protéger, nous disent non, on n'y va pas, ou alors au contraire, oui, vas-y, ça c'est très bien, alors qu'en réalité ça l'est pas, et c'est pas nous aider. Bah, c'est clair, et c'est en ça que je te disais que aujourd'hui, tu vois, tout le monde a trouvé ça génial, mais tous ces gens à l'époque, 2018, 2019, tous ces gens qui ont vu Jana à l'époque ont trouvé ça génial, aucun ne sont devenus clients, donc Ouais, c'était génial pour me faire plaisir, mais ça n'a malheureusement pas ouais, c'est une changé le belle cours de démonstration. notre business. Mm. Mais en tout cas, hyper riche en apprentissage. Euh, et voilà, donc on commence à être prêt à sortir une première version en fin d'été 2019 et on se prépare commercialement pour une sortie produit en septembre-octobre 2019. Comme tu le sais, il y a eu un petit virus en mars 2020 qui a légèrement chamboulé le projet. Eh oui. Qui nous a fait connaître nos premières difficultés ou presque nos premières difficultés. Mais voilà, c'est important parce que la société a du coup quasiment 4 ans, 4 ans même, on vient de faire notre quatrième anniversaire, mais Ouais, 4 ans, dont 2 ans de Covid. dont 2 ans de Covid et en fait des chamboulements immenses. C'est-à-dire que Jana il y a 4 ans et Jana aujourd'hui n'a strictement rien à voir à tout point de vue. Déjà commencer par la maturité du projet et de ses entrepreneurs, euh, mais aussi le produit tel qu'on l'a pensé avant le Covid et comme on a dû le repenser après Covid, nos marchés. Je t'ai parlé jusqu'à présent de l'hôtellerie, hein, puisqu'on est quand même sur Hospitality Insider. Donc, on est quand même là pour ça. Mais il faut savoir que nous, on travaille sur d'autres marchés depuis le Covid. D'accord. La location courte durée et également l'immobilier de luxe. Ah oui. Euh, Ça a été, donc ce Covid-là a été très difficile. Il a fallu garder la tête hors de l'eau et je pense que tout le monde peut comprendre que c'est difficile pour une jeune boîte qui n'a pas de trésorerie, qui a très peu de clients, qui a des concurrents un peu agressifs, qui tentent toute stratégie possible pour vous dissuader d'entreprendre. Euh, donc ça a été assez difficile, mais hyper riche, encore une fois, et surtout ça nous a donné une ouverture. Même des ouvertures, puisque c'est ce qui nous a permis d'ouvrir d'autres marchés, développer d'autres produits, des nouvelles fonctionnalités, et finalement avoir une vision que je qualifierais de 360 degrés, tant pis pour Ouais. l'expression, un peu passe-partout, mais euh, une vision qui est complètement autre et qui nous permet d'apporter à l'hôtellerie euh, des innovations qui se font peut-être pas en fait et qui se faisaient pas jusque-là et qui sont pourtant hyper pertinentes et qui se font sur le marché de la location courte durée par exemple. Tu, Donc tu as un ou deux exemples qui puissent parler un peu à l'audience, alors qui sont quand même des hôteliers, donc ils comprendront, mais quelque bien chose de sûr, peut-être moyennement technique. bien sûr, sans rentrer dans le technique, je vais parler. Alors il y a des très belles boîtes qui font ça aujourd'hui, hein, on peut les citer. Moi j'ai pas de difficulté là-dessus, mais tout simplement la digitalisation du parcours client, les arrivées autonomes. Euh, tout ce qui va être check-in en ligne, ça va être tout ce qui va être lié au CRM, donc tout ce qui est marketing avant séjour pour décupler les ventes. Toutes ces choses-là, en fait, c'est pas des choses qui ont été créées pour l'hôtellerie au départ, c'est des choses qui ont été adaptées à l'hôtellerie j'ai envie de dire que c'est génial, c'est bénéfique. Mais toutes ces choses-là, ça vient d'autres marchés. Et je pense que c'est ça qui est génial qui est génial. Aujourd'hui, je le dis que c'est génial avec le Covid, c'est que ça a permis vraiment de normaliser l'expérience digitale là où l'hôtellerie peut être ou a pu être très réticente et notamment dans l'univers luxe puisque moi je viens de l'univers de luxe et nos clients sont de cet univers-ci. On avait beaucoup de mal à franchir le cap du digital et je crois que depuis le Covid c'est devenu une évidence pour tout le monde. Ouais. Donc Donc finalement, le Covid a aussi aidé au final, accélérer un petit peu ce processus-là. absolument, moi je suis convaincu que
malgré la période difficile que tout le monde a connue, je veux dire, à part les grands groupes qui avaient les moyens de supporter ça, ça a été difficile pour tous les indépendants, mais malgré tout, il y a beaucoup de positifs qui ressortent de ce Covid. C'est très très intéressant ce que tu dis. Alors, moi aussi, dans mon entreprise, j'ai vécu le Covid comme une opportunité de se remettre en question. Je suis d'accord avec toi, beaucoup en ont souffert, mais c'est bien de voir des opportunités là où d'autres voient uniquement des problèmes. Et je pense aussi que c'est quand même une caractéristique de l'entrepreneur et peut-être pour te doublement te qualifier de l'entrepreneur souple Clairement. que tu es. Clairement. C'est très important et je pense que être entrepreneur, ça s'apprend pas. C'est quelque chose qui s'expérimente. Donc, il n'y a pas d'école, parce qu'on peut faire HEC, on peut faire n'importe quelle école. On ne sort pas de là entrepreneur. Tu veux dire, on ne peut pas l'enseigner à non, l'école. Ouais. Non, Mais je suis d'accord. si tu veux, bien évidemment, il y a de très grandes écoles qui peuvent mieux préparer à ça. Malgré tout, l'entrepreneuriat, c'est l'expérimentation perpétuelle. Et c'est la capacité à rebondir. Et je pense pas que ce soit vraiment ce qu'on apprenne à l'école. Donc, ouais, il y a des bonnes bases à l'école, il y a de la finance, il y a du juridique, il y a du business, il y a du marketing, il y a plein de choses qui sont évidemment des compétences intéressantes et nécessaires au développement d'un business. Mais pour moi, la qualité numéro une, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. C'est vraiment... C'est le ressenti, donc il faut être dans son corps, il faut ressentir les choses, c'est très important, et il faut savoir rebondir. Et ça, pour moi, c'est la qualité number one. Moi, j'aime bien dire que ces écoles, tu vois, on te prépare à apprendre à devenir entrepreneur. Mais ensuite, quand tu es sur le terrain, c'est là où vraiment tu apprends à le devenir et il faut pratiquer. Et après, c'est tout ce que tu disais, de tomber, se relever, faire des erreurs. Et c'est comme ça qu'on devient chaque jour un meilleur entrepreneur. Et je pense que ton parcours, tout ce que tu nous as expliqué là, l'ont clairement prouvé. Pardon, peut-être que je te coupe, mais j'avais quand même une question pure Jana, parce que je voudrais... évidemment, j'aime beaucoup les outils à partir du moment où ils apportent une plus-value à nos métiers. En quoi est-ce que, selon toi, Jana est un outil novateur et qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport à d'autres outils qui existent? Alors, pour les hôteliers d'entre nous qui comprennent bien de quoi on parle, dans le métier de l'hôtellerie-restauration, enfin de l'hôtellerie pure, on a le classique PMS, j'ai déjà parlé de ce que c'était, on va dire l'outil qui permet de gérer le quotidien de l'hôtel. On a déjà parlé de CRM avec des lounge-up, mais plus généralistes hôtel. Côté conciergerie, j'ai déjà parlé d'un Go Concierge ou Concierge Organizer qui fait un petit peu ça. Où est-ce que tu te positionnes par rapport à tout ça et qu'est-ce que tu apportes de plus? Yes, très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, il existe plein de choses, des choses qui sont de plus en plus intéressantes. LoungeUp est un bel exemple de réussite qu'on regarde souvent. Pour moi, quand je parlais de la digitalisation de l'hôtellerie, LoungeUp fait partie des acteurs qui ont su faire ça. Ils ont tenté des choses, ils se sont plantés, ils ont rebondi et aujourd'hui, je pense qu'ils ont clairement cerné les besoins marché et c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va apporter de plus qu'eux? Rien, en fait, on se positionne différemment. On va être plutôt, je pense, au croisement de différentes solutions. Tu parlais de PMS, effectivement, a priori, le seul logiciel vital dans un hôtel, quand on ouvre, c'est un PMS. Il y en a beaucoup, c'est très concurrentiel. On commence à avoir des choses hyper intéressantes, des gens qui ont eu vraiment envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme Muse, que j'adore. Pour moi, c'est vraiment un PMS novateur. Donc, on n'a pas voulu faire ça. Il se trouve, pour tout te dire, qu'on a un PMS aussi, mais qu'on ne propose pas dans l'hôtellerie. C'est quelque chose qu'on propose pour la location courte durée. D'accord. Les besoins sont plus simples que ceux de l'hôtellerie. Donc, ça nous a permis de créer un PMS. Donc, on en a un aussi. Pour ce qui est de l'hôtellerie, vraiment, ce que j'ai envie de te dire, c'est que on vend un CRM concierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Un CRM, on entend toujours parler d'un CRM comme plutôt d'un outil marketing. Il est vrai que le CRM, ça vient plutôt des univers business classiques, pas de l'hôtellerie,
comme étant la base de données qui va servir à collecter la data sur ses clients, à gérer ses opportunités commerciales, à faire du marketing automation, ce genre de choses. Adapté à l'hôtellerie, ça donne du lounge-up. On va vraiment se concentrer sur de l'expérience client, de l'avant-séjour, éventuellement de la vente additionnelle avant, pendant séjour, du recueil d'avis après séjour. Donc, on n'est pas non plus tout à fait là-dedans. Nous, on reste dans la conciergerie, et ça c'est important. Et si je vais un peu plus loin, parce que la conciergerie, c'est un terme qui est en perte de vitesse, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais on travaille sur l'expérience client. Et donc, on est un CRM d'expérience client à vocation opérationnelle. Donc, ça veut dire qu'on va aider des employés qui sont des réceptionnistes, des guest relations, des concierges, à faire le suivi de toute l'expérience client. Alors, ça commence en amont du séjour. Effectivement, on a des choses redondantes avec des lounge-up, comme des scénarios automatisés qui vont nous permettre d'entrer en communication avec le client à partir du moment où il a fait sa réservation. On va pouvoir lui présenter les services de l'hôtel. On va pouvoir lui donner accès à un environnement applicatif, alors web applicatif, donc ce qu'on appelle des PWA, Progressive Web App, ce qui veut dire qu'on est dans un environnement similaire à une app téléchargeable, à part que c'est en ligne. Il n'y a pas de téléchargement nécessaire, il n'y a pas de création de compte requis. Mais on va pouvoir déjà, dans cet environnement-là, immerger le client dans l'environnement de l'hôtel. Lui proposer donc les services, lui donner des informations sur les points de vente, toutes ces choses-là. Ensuite, quand il va arriver à l'hôtel, c'est le moment où les employés vont prendre le relais, donc les fameux réceptionnistes, concierges, guest relations, et donc ils vont répondre aux demandes clients et en garder une trace dans leur outil. Donc là-dessus, c'est là où cette fois-ci, on va plutôt être sur le segment concierge organizer ou concierge assistante que tu as cité tout à l'heure. Donc on va gérer le back-office métier. Ensuite, on va aller un peu plus loin dans cette expérience client en présentant à ces derniers leurs itinéraires, donc le programme qu'on a créé pour eux, donc en éditant en quelques clics des itinéraires qui sont assez complets et de la qualité de ce que ferait une agence de voyage pour présenter le programme aux clients. Et voilà. Et donc ça, c'est un peu là où on va se positionner. Il y a peut-être quelque chose de plus que j'ai envie d'exprimer, et j'en ai parlé en introduction sur les valeurs, la collaborativité. Donc on va, au travers de cet outil, aider à emmagasiner de la connaissance autant sur les clients que sur les prestataires et la partager facilement dans les équipes, que ce soit avec des personnels qui sont déjà qualifiés ou alors des personnels qui sont moins qualifiés. Je prends l'exemple des alternants qui vont être peut-être depuis peu en poste et qui n'ont pas encore les mêmes connaissances que les autres. Je pense à des gens qui vont arriver dans une nouvelle zone géographique. Je ne sais pas, moi, demain, je viens travailler à Bordeaux, je viens te voir, Maxime, il se trouve que moi, je ne connais pas du tout Bordeaux, je vais m'appuyer sur la connaissance de mes collègues pour pouvoir travailler avec mes clients, leur faire des recommandations de qualité. D'accord. Et en fait, Jana, ça sert à ça. Ça sert vraiment à centraliser, à mutualiser toute cette connaissance et à la partager facilement entre les équipes. Voilà, donc on est un outil un peu à mi-chemin entre beaucoup de choses. Il y a un côté un peu hybride qui est assez intéressant et assez tout-terrain quand même. Absolument, absolument. On a, même pour nos plus petits clients qui ont des établissements où il n'y a pas forcément les moyens d'avoir 50 logiciels, on peut détourner un petit peu l'outil pour l'utiliser pour son spa, pour son restaurant, pour les tickets de maintenance. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec Jana. Effectivement, c'est tout terrain, comme tu dis. D'accord, ouais. Qu'on se rende compte, en termes de prix, tu as une tarification fixe. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, je vais plutôt te parler de prix moyen. Ça sera plus parlant. On a une tarification qui est assez variable en fonction de la taille d'hôtel. Je vais rebondir encore sur la collaborativité. C'est une valeur très forte chez nous. Donc, il n'était pas question pour nous de proposer une licence par utilisateur, puisque de fait, elle bride.
puisque pour faire des économies, on va chercher à prendre le moins de licences possible. Et donc, on va cadenasser finalement l'information entre 1, 2, 3 personnes, alors que l'idée de Jana est vraiment de la partager. On va encourager évidemment ce que moi j'appelle les acteurs premiers. Donc, les acteurs premiers, ce sont les utilisateurs directs, réceptionnistes, concierges, guest relation, à être tous sur l'application avec chacun un compte. Mais on va aussi encourager à mettre les autres chefs de service. Chef de réception, chef gouvernant, game gouvernante, peut-être maintenance, tous les gens qui peuvent avoir un intérêt à aller consulter une information dans Jana. Je vais illustrer ça par un exemple, si tu veux bien. Une gouvernante, par exemple, appelle la réception quotidiennement pour savoir si, le soir, s'il y a des clients qui sont dehors, pour pouvoir mettre en priorité le turn-down service. La gouvernante va appeler peut-être le matin ou le soir aussi pour savoir le lendemain qui est en départ, à quelle heure, qui a un véhicule, pour pouvoir mettre aussi en prio son cleaning des chambres. Oui. Ces informations-là, elles se font par téléphone, elles parasitent le service pour pas grand-chose finalement, puisque cette information, elle peut être accessible, disponible depuis Jana, et la gouvernante peut y accéder. Un autre exemple qui est assez flagrant, les objets trouvés. C'est quasi systématiquement trouvé par les gouvernantes, les femmes et valets de chambre, alors que c'est systématiquement demandé à la réception ou à la conciergerie. Donc là encore, on va devoir passer un appel, voir si la gouvernante a trouvé quelque chose, oui, non, ah bah attends, je suis pas au bureau, etc. Donc c'est encore un truc très parasite. Alors que finalement, la gouvernante peut très bien créer un objet trouvé dans Jana, et cet objet trouvé sera ensuite consulté par la personne à qui on va faire la demande pour être retrouvé. Donc plein finalement de petits scénarios, de petits use cases comme ça qui vont vraiment créer de l'interaction entre les services. Ça pourrait être quelque chose avec le room service, le concierge reçoit une demande, ça va comporter des fleurs qui vont être gérées par la gouvernante, des amenities qui vont être gérées par le room service, des prestations à l'extérieur de l'hôtel qui vont être gérées par le concierge. Et en fait, finalement, on va pouvoir faire le suivi de ces choses-là en équipe. C'est très complet. Moi, ce que j'aime aussi dans ce que tu dis sur le côté collaboratif, c'est qu'en effet, notamment dans la conciergerie, c'est très spécifique. C'est un métier qui est difficile d'accès et en plus assez fermé. Les concierges gardent beaucoup leurs adresses et comme tu disais, l'exemple d'un alternant, d'un nouvel arrivant, c'est très difficile qu'il accède à l'information, qu'il comprenne comment fonctionne la conciergerie et finalement, ça parasite la qualité globale du service dans l'hôtel. Et ça, pour moi, c'est une vraie souffrance que j'ai déjà constatée dans beaucoup d'hôtels où je suis intervenu. Alors, je le comprends du point de vue du concierge qui a envie de garder précieusement ses petites adresses, mais par contre, d'un point de vue général, c'est un vrai parasite à l'expérience client et à la qualité de service de manière générale. Et ton outil a l'air de répondre à ça de manière assez intuitive. Absolument, c'est ce que je crois aussi. Et du coup, désolé, je suis bavard et j'ai dérivé de la question initiale qui était le tarif, donc j'y reviens. Le prix moyen, donc je te disais, il n'est pas fixé en fonction du nombre d'utilisateurs, mais il va être fixé en fonction du nombre de chambres. Et donc ça peut être assez variable. On va dire que notre tarif de base est à 5 € par chambre et que ce tarif est dégressif en fonction du nombre de chambres. Pour te donner une idée d'un prix moyen, nos clients vont être à peu près à 250 € par mois, tout compris pour l'utilisation de Jana. Donc quand je dis tout compris, ça veut dire l'utilisation de Jana, ça veut dire la connexion et l'abonnement à un éventuel PMS, et ça veut dire également l'utilisation des moyens de communication, puisqu'on propose depuis Jana une messagerie omnicanal dans laquelle on peut converser avec ses clients par SMS, par WhatsApp. On peut ajouter d'autres canaux comme Messenger, comme beaucoup d'autres choses, mais aujourd'hui c'est exclusivement SMS et WhatsApp qui sont demandés et utilisés par nos clients. Ok, génial. Je te propose qu'on fasse mon petit jeu, petit jeu qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Alors dernièrement, j'ai pas mal d'auditeurs qui ont joué plutôt sur YouTube. Mon objectif, c'est d'avoir plutôt des réponses sur Apple Podcast, mais bon, le temps que vous partagez, je suis content. Tu vas nous donner un mot-clé de ton choix. Et la personne, enfin les auditeurs qui utiliseront ce mot-clé, soit sur Apple Podcast, soit sur YouTube, en commentaire de notre épisode, recevront un bénéfice de ton choix, quel qu'il soit. Ok.
Est-ce que, pour être sûr de bien comprendre, est-ce que ça veut dire que s'ils réutilisent ce mot-clé qu'on va décider ensemble maintenant, Mm. ils pourront accéder à, par exemple, à une offre promotionnelle ou quelque chose qui va être lié à l'écoute de ton podcast? Par exemple, oui, tout Ok, à fait. super. Super. Un mot-clé, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors moi j'en ai un que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent en rendez-vous avec les directeurs d'établissement. Ça va être le mot-clé transparence. Mhm. Ok, très bien. Et qu'est-ce Voilà. qu'on a quand on écrit transparence? Eh bien je pense que quand on a transparence, qu'est-ce qu'on peut avoir quand on a transparence? Je pense qu'on peut avoir une remise sur le setup, le coût de setup initial. Mhm. Le coût de setup initial, il est de 1900 € hors taxe. Je pense qu'on peut avoir une remise à 1500 € hors taxe avec le mot-clé transparence. Magnifique. Ok, très bien. Transparence égale économie. Transparence égale économie. Je t'envoie sur un tout autre sujet, enfin, qui pourrait être une continuité, autour du digital et de la conciergerie. J'aimerais bien voir ta vision sur l'évolution de ce métier. Comment penses-tu que le métier de concierge va évoluer dans les années à venir? Alors ça, c'est une excellente question qu'on m'a déjà posée en podcast D'accord. et à laquelle je vais déjà commencer par vouloir préciser que cette réponse est en toute humilité et que j'ai pas de boule de cristal. Néanmoins, je peux peut-être partager l'expérience que j'ai commercialement depuis ces quelques années où on développe Jana. Euh, j'ai le sentiment que le rôle de concierge, le métier de concierge, tend à diminuer. Je ne vais pas dire disparaître, c'est pas encore le terme. Néanmoins, il y a une menace. Le concierge, j'ai l'impression, peut-être aujourd'hui, est moins obligatoire qu'il y a quelques années. Évidemment, le Covid a renforcé, en tout cas mon sentiment à propos de ce sujet-là. Je pourrais même me le dire, je ne citerai pas qui, mais j'étais en rendez-vous client tout à l'heure avec quelqu'un qui m'expliquait qu'ils avaient supprimé les commissions concierges. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. La conciergerie est connue pour avoir de gros revenus entre ses pourboires et ses commissions. Oui. La part du gâteau, bien évidemment, intéresse l'hôtel, hein, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le concierge est là pour l'expérience client et la qualité du service au départ. Il n'est pas forcément là pour gérer une entreprise parallèle. Euh, donc, il me paraît important de noter que sans transparence dans la conciergerie, on crée des frictions, on crée de la frustration avec la direction de l'hôtel et donc on met en péril la conciergerie. C'est pour ça aussi qu'on a créé Jana et qu'on a voulu apporter de la transparence. Alors je te cache pas qu'on n'est pas hyper bien reçu par tout le monde pour ces raisons, ces mêmes raisons, mais nous c'est Ouais, ce en quoi on j'imagine. croit. Euh, la qualité du service client doit être l'objectif en fait, pas la rémunération. Et je suis convaincu que quand on effectue un service de qualité, la rémunération elle suit. La gratification même, je vais plutôt dire, parce que la rémunération elle est fixe, hein, Mhm. mais la gratification suit. Euh, je suis bavard, je me perds. Euh, Sur ton évolution de ce métier de su- concierge parallèle, mais enfin parenthèse, mais c'est très intéressant ce que tu dis sur cette vision. Je pense en effet qu'il y a une, j'espère, minorité de concierges, peut-être des personnes directement concernées par ce que tu dis, qui vont être frustrées et qui peuvent voir un danger par cette vision et l'outil que tu apportes. D'autres, en revanche, qui auront une vision plus large sur l'expérience client, qui vont, j'espère, t'accueillir à bras ouverts. Et moi, au cas où ce soit pas clair, clairement, je me positionne dans la catégorie de l'expérience plus large. Et je suis d'accord avec toi, quand la qualité, elle est au rendez-vous, la gratification, généralement, elle suit proportionnellement. ouais, absolument. Donc oui, l'avenir de la conciergerie, je pense que le concierge, en tout cas la conciergerie, pardon, perdurera. De toute façon, c'est un critère obligatoire pour la classification 5 étoiles. Donc là-dessus, il n'y a pas trop d'incertitude, en tout cas à l'heure.
euh, la conciergerie perdurera. En revanche, le métier de concierge, je suis convaincu qu'il doit évoluer déjà dans ses valeurs. Ça, c'est une certitude, euh, comme on vient de le dire, mais aussi dans la manière dont on fait de la conciergerie. Je vais te partager une statistique si tu veux. Elle date pas forcément d'hier, c'est une statistique Opéra, en tout cas Oracle, pardon, qui date déjà de 2018 ou 2019, mais j'ai des doutes quant au fait qu'elle ait beaucoup changé. C'est le taux d'utilisation du service de la conciergerie. Mhm. Donc il est estimé à 40%. C'est assez faible. Ouais. Donc finalement, on paye des employés pour 40% des clients, pardon, ce qui semble un peu aberrant. Il y a plein de raisons pour lesquelles 60% n'utilisent pas. Et évidemment, nous, tu te doutes bien qu'on travaille sur les 60% restants, hein. Le but du jeu Mhm. avec Diana, c'est aussi de développer la conciergerie, de pouvoir améliorer son taux de captage, donc le taux de clients que le concierge va voir, et évidemment développer le revenu, donc le revenu de l'hôtel. Et après, peu importe, ça ne me regarde pas, qu'est-ce qu'il en est des commissions, mais en tout cas développer le revenu. Donc ça fait Mhm. partie de nos axes. Euh, le concierge, certes, peut disparaître dans certains établissements. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un hôtel avec qui j'étais en discussion ce matin et à qui je demandais, ok, ben, du coup, si tu commissionnes plus les concierges, quel est leur intérêt et comment est-ce que tu les recrutes? La réponse a été peut-être un peu brute ou brutale, mais par contre, c'est plein de sens. Ça a vraiment, pour moi, ça explicite complètement ce qu'il y a à comprendre de ta question, de l'avenir des concierges. Donc sa réponse a été, c'est très simple, je ne recrute plus de concierges, je recrute des réceptionnistes. Ouais. Voilà. Le réceptionniste n'a pas eu dans sa culture l'habitude de toucher des commissionnements sur quoi que ce soit. Quand ça a été le cas, c'est dans des proportions raisonnables et en fait, il y a une vraie reconnaissance euh, sur ce qui est finalement bonus. À l'inverse, la conciergerie a connu de très très grandes heures. Je pense qu'aujourd'hui, on en est très loin. Moi-même, je ne les ai pas connues, ces heures de gloire. Euh, et aujourd'hui, il y a de moins en moins. Donc, vont rester dans le métier ceux qui sont passionnés par le métier. Vont s'éloigner, s'écarter ceux qui ne font ça que pour l'argent Mhm. qui peut y avoir. Donc voilà ce que je crois, c'est que le métier évolue, il change, les profils de concierge vont changer. Euh, je pense que des formations, que ce soit les formations de la FPE ou de l'ICI qui forment également des concierges, et j'en profite pour faire un petit coucou puisque je suis partenaire de cette école. Euh, je pense que ces générations-là, qui n'ont jamais connu ces fameuses heures de gloire, font ou choisissent ce métier pour l'amour du métier et du service client. Donc je pense que là-dessus, on a plutôt des jours heureux à venir. Euh, Par contre, il est important, et ça c'est un deuxième point, d'évoluer dans la conciergerie et d'évoluer avec les usages qui sont attendus par les clients. Je reviens à ma statistique des 40% de taux de captage. Pour aller chercher 60%, une des techniques, c'est de proposer d'autres canaux de communication que simplement se voir au desk. Il y a des gens qui sont timides, qui ne sont pas à l'aise, il y a des gens qui sont pressés, il y a des gens qui Mhm, sont absolument. très ancrés dans le digital et qui veulent faire du WhatsApp toute la journée, et tant pis en fait. Ça déplaît à certains, c'est une évidence, je reçois aussi pas mal de réticences sur ce sujet-là. Euh, Néanmoins, je crois que c'est l'avenir de la conciergerie, c'est que ça va se digitaliser de plus en plus. On doit aller chercher les clients là où ils sont, sur les canaux de communication qu'ils aiment utiliser, et en fait, on doit s'adapter à eux. Et c'est pas l'inverse qui doit se faire. Ce n'est pas le client qui s'adapte au concierge. Et je pense que tous les hôteliers qui partagent cette vision-là et qui sont en capacité de remettre en question ce point-là, euh, peuvent imaginer avoir un très beau service de conciergerie et surtout rentabiliser, parce que c'est quand même le sujet pour un hôtelier, rentabiliser son service conciergerie, proposer de belles expériences qui vont satisfaire les clients, qui vont driver de la fidélité et qui vont évidemment driver du revenu aussi. Génial. C'est très très intéressant comme analyse
Et merci de partager tout ça. L'avenir nous dira si tu as raison ou tort, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton opinion. Je te propose de faire un nouveau grand écart, puisque tu es coutumier du fait, et on va ouvrir. J'aimerais par conséquent te demander tes recommandations cette fois-ci en lecture. Est-ce que tu as un ou des, allez, pas trop non plus, mais quelques livres à recommander? Alors, très sûrement, j'adore lire. Et contrairement à beaucoup dans mon entourage, un peu milieu start-up, tout ça, je ne lis pas beaucoup sur mon boulot. Enfin, en tout cas, je lis beaucoup sur Internet, sur les différents sujets sur lesquels je dois monter en compétences, mais je ne fais pas de mes lectures quelque chose de professionnel. Je veux dire mes lectures papier. Moi, je suis très fidèle au support papier. J'ai pas trop adopté le Kindle, ça me plaît pas trop. Ouais. Je lis déjà toute la journée sur un écran et c'est beaucoup, ça peut représenter beaucoup d'heures. Donc quand je veux me faire plaisir, c'est avec un livre tout autre et surtout un papier. Donc je t'ai parlé de mes voyages. J'ai beaucoup voyagé déjà. Je voyage beaucoup moins parce que aujourd'hui j'ai une conscience écologique autre qui fait que je suis un peu plus réticent à prendre l'avion. Ouais, je comprends. En tout cas, je le fais de moins en moins. Et donc j'ai toujours besoin de voyager en revanche. Donc je le fais par les livres. Et j'aime énormément et je lis énormément de livres d'aventure. Donc des aventures réelles, hein, pas fictives. Donc je suis à fond, on va dire, avec les nouveaux explorateurs. J'ai envie de citer Sarah Marquis, qui est suisse, une femme que j'admire. Elle a voyagé partout dans le monde seule. Dans des endroits les plus reculés comme la jungle tasmanienne, des endroits quasi inexplorés par l'homme, comme le désert de Gobi, comme d'autres endroits. Elle a vraiment voyagé partout et je suis très admiratif de cette femme. Voilà, je peux recommander par exemple un de ses ouvrages qui s'appelle Sauvage par nature, où elle a traversé la Sibérie à l'Australie à pied en 3 ans. Incroyable. Donc c'est phénoménal. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire énormément. Dans ce même registre, j'ai lu à peu près tout ce qu'il y avait à lire de Sylvain Tesson, Ouais, grand j'imagine. explorateur français. Même si je suis un peu moins touché par ces derniers ouvrages, mais j'ai quand même, je les achète quand même au fur et à mesure des sorties, et voilà, j'en ai beaucoup lu. Un livre en particulier, L'Axe du Loup. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est épatant et qui fait référence à un autre ouvrage qui s'appelle À marche forcée. Je pourrais malheureusement pas dire le nom de l'auteur, Vladimir quelque chose, mais c'est un nom imprononçable. Je regarderai. Et alors, À marche forcée, en fait, c'est le récit d'un évadé du goulag qui a fui la Sibérie pour rejoindre l'Inde à pied, dans des conditions absolument extrêmes. Et aujourd'hui encore, on a des doutes quant à la véracité de cette histoire, parce que sans carte, sans accès à des points d'eau et tout ça, il semble assez difficile d'avoir pu s'évader de la Sibérie et pour aller jusqu'en Inde, et notamment en traversant le désert de Gobi, sans avoir de repères sur les points d'eau disponibles. Donc voilà, et donc l'Axe du Loup de Sylvain Tesson est un voyage initiatique, puisqu'il a repris exactement le même itinéraire pour essayer de savoir si oui ou non il était possible d'avoir fait ça sans carte. Donc un livre que j'aime beaucoup. Génial. Et puis, si tu veux bien, parce que Ah là 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 là, on part sur une bibliothèque. Ah ouais, une bibliothèque. Allez, un dernier, parce que ça fait partie de mes sujets que j'aime beaucoup aussi, développement personnel. Je pense que, en fait, que ce soit dans l'hôtellerie, dans l'entrepreneuriat ou juste en société, c'est important d'avoir un certain niveau de conscience qui permet de ne pas vivre seul et de penser qu'on est seul au monde. Donc ce sont des sujets que j'aime beaucoup, et un livre que j'adore, qui est extrêmement facile à lire parce qu'il est ancré dans un cadre narratif qui est super sympa, tout en apportant des enseignements qui sont à mon sens riches. La prophétie des Andes de James Redfield. Voilà. Allez, j'en reste là, je pourrais t'en donner 1 million d'autres, mais je m'arrête là. Je te laisse peut-être une occasion de te rattraper dans ce registre-là avec une citation. Est-ce que tu as
un mantra, une citation favorite? Effectivement, j'en ai une que j'emploie très souvent. Je savais que tu allais me poser cette question, donc je me suis retenu jusque-là, mais tu m'as donné au moins deux bonnes occasions de la dire depuis notre échange, depuis le début de notre échange. Citation donc, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est clairement, tu l'as dit, un mantra. Ouais, pour moi, c'est un mantra. Je ne connais pas d'échec, jamais. Je vis des situations parfois très pénibles, très difficiles, mais j'en ressors toujours plus fort et c'est quelque chose qui me drive vraiment au quotidien. Génial. Et ça va bien avec un état d'esprit d'entrepreneur. Absolument. Ouais. Après toi, pour parler de tous les sujets qui nous passionnent, toi et moi, qui est-ce que tu aimerais voir invité sur Hospitality Insiders? Alors, figure-toi que c'est la seule question à laquelle j'ai vraiment réfléchi quand tu me l'as posée. C'est pas une question facile. Il y a des gens que je trouve très inspirants et effectivement qui, je pense, seraient super intéressants d'avoir à ton micro. Je vais en citer une, mais après, je vais te dire la vraie personne que j'aimerais avoir entendre à ton micro. Ok. Euh, donc Maud Bailly, Ouais. qui a pris de très très grosses responsabilités dans le groupe Accor, c'est une femme qui est à mon sens aussi admirable et très inspirante. Voilà, j'apprécie beaucoup, j'écoute souvent ses talks, j'écoute ses différentes interviews. Mais pourquoi est-ce que c'est pas elle que j'aimerais entendre à ton micro? C'est que je l'entends déjà beaucoup, beaucoup ailleurs, beaucoup partout. Par contre, il y a quelqu'un d'autre que je trouve très inspirant, dont on entend beaucoup moins parler. Il faut être un peu un geek de la cuisine pour le connaître. C'est Éric Guérin. Éric Guérin, il a une étoile au guide Michelin dans un restaurant qui s'appelle La Mare aux Oiseaux. Oui, absolument. Donc là, je ne vais pas me prononcer sur la localité parce que j'ai peur des conflits entre les Bretons, la Loire-Atlantique, tout ça. Donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est. Mais en tant que bon sudiste, je dirais qu'il est dans le nord-ouest. Et Éric Guérin, c'est quelqu'un que je trouve passionnant parce que contrairement à ce que moi j'ai vécu et qui m'a fait très vite changer d'idée de carrière, c'est quelqu'un qui apporte la bienveillance dans la cuisine, dans ses équipes. Il considère ses équipes comme une famille. Il est, à mon sens, un grand chef sur lequel le monde de la cuisine devrait peut-être s'inspirer. Il est bienveillant, il est engagé, il a recréé tout un écosystème sur son lieu d'accueil, puisqu'il a aussi de l'hôtellerie sur son lieu. Et voilà, c'est quelqu'un que je trouve admirable, donc j'aurais plaisir à l'écouter un jour à ton micro. Écoute, s'il nous écoute, ce sera avec grand plaisir. Il a une ou deux étoiles Michelin? Écoute, moi je suis resté à une pour une. sûr. Ouais. Voilà, Je je sais suis pas si resté sur à le. une, mais j'ai pas suivi. Je Ouais. te cache pas que sur le nouveau guide, j'ai pas encore eu le temps de faire ma mise à Ouais. jour. Ah, c'est pas un bon travail de concierge, ça. On voit que T'as raison. t'es trop entrepreneur maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Pour quelqu'un qui aimerait continuer cette conversation avec toi ou avec Jana, quel est le meilleur moyen de te contacter? Alors, j'ai envie de dire que le meilleur moyen, c'est par téléphone. Moi, je reste quelqu'un d'hyper humain. Je mets beaucoup de valeur aux échanges que j'ai avec les gens. Donc, quand je dis par téléphone, c'est par visio, parce que j'aime bien le format visio, parce qu'on se voit et que je Oui. trouve ça beaucoup plus humain. Mais donc, le meilleur moyen, c'est sûrement de prendre contact par email pour qu'on puisse justement organiser cette visio-là. Après, ça fonctionne aussi très bien sur LinkedIn, où on est assez actif. Mais voilà, globalement, j'aime rencontrer les gens, donc soit physiquement, soit en visio, c'est une bonne manière de prendre contact. D'accord. Donc sur LinkedIn, Adrien Maltese ou Jana Concierge? Sur LinkedIn, Adrien Maltese, on n'est pas encore une méga multinationale, c'est moi qui gère mon profil. Vous pouvez m'écrire, c'est moi qui réponds. Bon, parfait. Je voudrais te laisser le mot de la fin. Tu sais peut-être que j'aime laisser le dernier mot pour terminer. Si tu as donc un autre message, un dernier message, on va dire, en plus de tout ce que tu as fait passer, à partager à nos insiders, qui sont les auditeurs du podcast, quel serait-il? Alors, un message pour les auditeurs de ton podcast. Ça, c'est une très très bonne question. J'ai envie de dire que
En fait, ce que vous faites, c'est beau. L'hospitalité, au sens premier du terme, donc savoir se mettre au service des autres, je trouve que c'est beau, c'est une belle valeur. Donc, continuez ce que vous faites avec le cœur. Voilà, c'est peut-être juste ça que j'ai envie d'ajouter. Euh, c'est faites les choses avec le cœur. Et je pense que il y a peut-être aujourd'hui beaucoup de plus en plus de réalité financière dans la gestion d'un hôtel ou d'un business. Hein, c'est logique, ça reste un business. Et parfois, on ressent un manque de cœur. Et ce cœur, il vient de vos employés. Donc, chouchoutez vos employés pour que tout simplement ils puissent mettre du cœur à l'ouvrage et arriver à une satisfaction complètement dingue auprès de vos clients. Et voilà, je crois vraiment que ce sont les belles qualités humaines de vos employés qui font la différence dans l'expérience de vos hôtels. Mes chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.